C'est parti à présent pour Planète Marché avec 3 experts en plateau avec nous pour commenter l'actualité boursière du moment. On a le plaisir de recevoir Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie et de la recherche de BFTIM. Bonjour Mabrouk Chetouane. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Vincent Genzi, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet-Dupont. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et Michel Martinez est également avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. Alors on va parler contexte macroéconomique ensemble, mais juste avant, on ne peut pas ne pas réagir à ces accusations à l'encontre de Jérôme Powell, donc qui est accusé d'avoir cédé des actifs à un moment particulièrement crucial sur les marchés financiers, le 1er octobre 2020, juste avant une chute à Wall Street. Alors, on parle de 1 à 5 millions de dollars cédés via un fonds, le fonds Vanguard Total Stock Market. Mabrouk Chetouane, on peut peut-être commencer par vous. Qu'est-ce que ça vous évoque? On en parlait avant l'émission. Vous disiez que c'était pas de nature à changer complètement la perception qu'on pourrait avoir de la Fed, mais on rappelle quand même que c'est pas le premier, c'est Jérôme Powell, le président de la Fed. Il y a déjà eu 2 gouverneurs de la Fed qui ont dû démissionner. Qu'est-ce que ça nous indique quand même ces informations qui sortent en cette période où on se demande si Jérôme Powell va être reconduit ou non à la tête de la Fed? Alors, comme vous le dites, ça intervient à un moment particulier. On évoque effectivement la reconduction de Jérôme Powell, donc le renouvellement de son mandat. Donc ça arrive de la source en fait de cette information, là aussi doit être bien contrôlée, puisque c'est un site qui milite, comme vous l'avez souligné lors de votre propos introductif. The American Prospect, effectivement, il faut le rappeler, voilà, qui affiche ses positions complètement. Voilà, qui affiche ses positions, qui sont anti-Powell par ailleurs. Bon, alors oui, il y a un contexte un peu, on va dire, défavorable, puisque on a eu Rosengreen et Kaplan qui ont pris leur retraite, on va dire. Donc, de manière un peu anticipée. De manière anticipée, à cause effectivement de faits, on va dire, similaires. En même temps, pour le moment, on a assez peu d'éléments finalement pour étayer les accusations, les accusations qui sont portées à Jay Powell. Et la question qu'il faut se poser d'un point de vue marché fondamentalement, c'est globalement, est-ce que ça peut remettre en cause sa nomination à son propre poste? Bien sûr. Et à mon sens, la réponse est non, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a besoin de stabilité. Je rappelle juste le contexte de la Fed, au-delà finalement de ce qui se passe du côté de ses membres. On a une Fed qui doit annoncer un tapering, on a une Fed qui doit remonter ses taux d'intérêt directeurs. Le marché se prépare à ce scénario, qui n'est plus une éventualité désormais. Et globalement, on voit mal finalement quelqu'un arriver à la tête de la Fed et reprendre le flambeau de ce tournant monétaire, de ce tour de vis monétaire, et sans pour autant susciter le questionnement des marchés et in fine du risque. Donc en gros, on va avoir un peu plus de volatilité. Et donc je pense qu'on va jouer la carte de la continuité. On va d'abord attendre effectivement de voir si oui ou non ces accusations sont fondées ou non, ou s'il ne s'agit que du bruit. Mais à mon sens, pour le moment, on le voit d'ailleurs, les marchés ne s'en préoccupent absolument pas. Il s'agit de bruit pour le moment. Vincent, même question. Et alors, Mabrouk Chetouane disait qu'effectivement, il y avait cette question de savoir si Jérôme Powell allait être maintenu ou non. Et donc, apparemment, ce ne serait que du bruit. Il y a une autre question, c'est celle de la crédibilité de la Fed. Quand même, deux gouverneurs de la Fed qui ont été mis en retraite anticipée. Des accusations portées contre le président de la Fed. Alors, on rappelle que ce ne sont que des accusations. Il y a pas on n'a pas plus d'éléments pour le moment. Mais est-ce que ça peut porter atteinte à la crédibilité de la Fed à un moment aussi crucial ? C'est très important, la question de la crédibilité de la Fed, de même que, comme l'a dit mon voisin, la qualité de la communication de la Fed vis-à-vis des marchés est cruciale. Donc, tout chahuter, c'est porteur de risque. Premièrement, on n'a pas les éléments pour répondre totalement à ces questions. Deuxièmement, il est évident qu'à la Fed, comme dans de nombreuses institutions, ils ont des règlements de déontologie. Est-ce que les 2 gouverneurs qui ont démissionné avaient été vraiment borderline ou est-ce qu'ils ont préféré pour alléger, pas les procédures, mais la pression, ont décidé de partir? Bon, on verra. Pour l'instant, les marchés ne réagissent pas trop. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder, mais il est urgent d'attendre d'avoir des éléments complémentaires et c'est là qu'on pourra vraiment répondre à votre question. On ne peut pas en dire plus. On ne peut pas en dire plus et de manière générale, effectivement, le fait que tous les marchés soient suspendus aux lèvres de Jérôme Powell depuis plus d'1 an et que celui-ci puisse intervenir sur les marchés financiers, ça pose pas question aujourd'hui dans le secteur financier. Vous savez, même les présidents de sociétés ont le droit de vendre leurs titres.
Oui, mais ils ont oui, des règles qui les encadrent. Donc, moi, je ne connais pas le règlement de déontologie de la Fed. On verra. Justement, il semblerait qu'ils reviennent un petit peu dessus et que Jérôme Powell a annoncé il y a quelques semaines un examen complet des règles d'éthique sur le sujet. Peut-être que ça va faire changer un petit peu les choses. Michel Martinez, même question. Alors, vous suivez plus l'Europe, mais est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'aujourd'hui Christine Lagarde peut faire la même chose? Est-ce qu'on peut imaginer une situation similaire en Europe, où c'est vraiment deux fonctionnements très différents au sein d'une banque centrale européenne, une banque centrale américaine? Il y a des règles de déontologie partout dans le système financier. Donc il y a une des questions de savoir si ceux qui dirigent ou qui sont membres des processus de décision les respectent ou non. On n'a aucune information. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas été respectées. Après, moi, en ce qui concerne les banques centrales, j'ai envie de dire qu'il faut pas surestimer le rôle joué par les chefs, les présidents. Alors, effectivement, ils ont un rôle iconographique et de communication. Mieux ils sont communicants, meilleur c'est pour la perception du marché. Il y a moins de bruit, il y a moins d'aléas, de volatilité. Mais on a vu dans le passé que même quand il y avait eu des petites erreurs de communication, Powell et Lagarde en ont fait avec d'autres, ça s'était corrigé assez rapidement par l'ensemble de la communauté, les conseils des gouverneurs. Et alors, rappeler un peu le rôle des institutions, et en particulier comment les décisions sont prises, et en ce qui concerne la Fed, les décisions qui sont prises à la majorité. Bien sûr, c'est pas Jérôme Powell qui prend la décision. Voilà, il y a un conseil de gouverneurs, bien sûr. Il y a presque une vingtaine de personnes qui décident. Et donc, c'est uniquement quand il y a une majorité très étroite que le président peut être décisif. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un changement de politique monétaire, de la fin du tapering qui devrait, donc de l'achat d'actifs qui devrait être annoncé dans 2 semaines, commençant probablement début d'année. Probablement avec un rythme assez rapide, parce que la Fed veut se laisser la possibilité de remonter les taux le plus vite possible, on va dire fin 2022, début 2023. Mais ça, c'est une vue qui est largement partagée par tous les gouverneurs. Donc, on verra ce qu'il adviendra de M. Powell, mais la décision de la Fed, in fine, je crois qu'elle est déjà quasiment inscrite dans le marbre. Je dirais, il y a un petit doute sur la date de la remontée des taux aujourd'hui, bien sûr, 2022, début 2023. Et puis après, il y a des questions qu'on se pose sur le degré d'agressivité de la remontée des taux. Et c'est tout, en fait. Mais bon, pour le reste, je crois que la communication de la Fed a été quasi parfaite jusqu'à présent. Pour le coup, il y a un doute sur la date de remontée des taux, mais la Fed aujourd'hui dit que ça reste très éloigné. Christopher Waller le disait encore ce matin. Le marché attend une remontée des taux. La Fed est dans sa communication et plus prudente. Mais après, on a quand même des documents écrits, des DOTS en particulier, des prévisions de chacun des membres de la Fed de ce qu'il faut quand il faut remonter les taux. Donc il y a une forte majorité pour les remonter en 2023. Et il y a une petite minorité pour les remonter en 2022. Donc globalement, effectivement, la question c'est est-ce que ce sera en 2022 ou 2023, bien sûr. Une grosse minorité. Il faut quand même souligner un point, c'est que ça va très vite. On se souvient cet été, Powell et puis les membres du FOMC indiquaient que la remontée des taux n'est pas pour tout de suite, que le chemin était encore très long, et on se retrouve en septembre avec des dots qui indiquent déjà une hausse de taux de 25 centimes dès 2022, et plusieurs hausses de taux à venir en 2023 et 2024. D'ailleurs, le marché, quand on regarde les anticipations, on est plus maintenant sur 2 hausses de taux. Sur 2 hausses de taux en 2022, en 2022, plutôt qu'une. Donc on commence à voir finalement une espèce de conflit se matérialiser entre la Fed et le marché qui va gagner. Donc on sait que la Fed sort toujours victorieuse de ce combat, mais globalement il y a un bras de fer qui commence à être entamé finalement entre les marchés, les investisseurs et la Fed. Donc clairement aujourd'hui il y a de véritables enjeux de politique monétaire, et le tour de vis monétaire auquel effectivement on s'apprête à rentrer, enfin le nouveau paradigme monétaire va être décisif pour les marchés. Ça on le sait. Mais aujourd'hui, n'oublions pas que les choses vont très vite. Et si je dois prendre un autre exemple, celui de la BOE, il est assez édifiant. La Banque d'Angleterre qui indique que... Alors elle le dit pas ouvertement, mais elle laisse encore plus entendre que la Fed dans sa communication que ça pourrait arriver très vite pour le coup. Ça pourrait arriver très vite, mais surtout ça pourrait arriver avant même la fin d'un tapering. Bien sûr. C'est ça, en fait. Il n'y a même pas tant qu'elle monte les taux. Ça, limite, ça aussi, c'est une certitude. Elle le fera tôt ou tard, mais elle le fera peut-être avant même la fin de son programme d'achat.
Et en fait, ça, c'est quand même assez, assez disruptif. J'aime pas ce terme parce que je ne connais pas l'équivalent en français. Mais en quelque sorte, en matière d'anticipation de politique monétaire. Surtout qu'en fait, on avait l'impression il y a quelques mois que dès qu'on prononçait le mot tapering ou le mot remontée des taux, en fait, ça faisait peur au marché. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque le marché qui le demande, qui dit il faudrait peut-être effectivement aller vers une économie un peu moins soutenue. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ou c'est peut-être pas aller jusque-là en disant si, que parce que l'inflation, parce que les tendances inflationnistes se sont un peu réveillées. Donc le marché lui-même est confronté à la même situation. Et c'est pour ça que ça allait supposer qu'il y ait une origine monétaire de l'inflation, ce qui est encore une hypothèse. Ouais. Fort. Vincent Genzi, puis après on reviendra sur vous, Mabrouk Chadouane. Non, mais c'est simplement que la Fed, elle est toujours confrontée à être en retard ou non. Donc c'est aussi le rôle des marchés de montrer à la Fed leur inquiétude ou leur ressenti par rapport à la possible réaction de la Fed face à l'inflation qui durerait plus longtemps, qui serait plus forte, etc. Même si, pour l'instant, moi, je ne suis pas convaincu que les choses vont se précipiter comme ça. Mais ce n'est pas grave. Il y a l'instant, et puis après, il y a la réalité. Donc, que les marchés, aujourd'hui, price plus de hausse des taux, c'est assez logique. Et ce n'est pas une guéguerre entre la Fed et les marchés. C'est simplement que chacun exprime son sentiment. Et le marché, lui, s'il a un petit peu peur de l'inflation, il le montre là où il peut agir. Donc, il peut agir que sur les taux de marché. Et la Fed, elle interviendra sur sa propre politique quand il le faudra. Donc c'est par peur de l'inflation que les marchés, du coup, anticipent 2 hausses de taux en 2022 par peur de l'inflation et par anticipation de la normalisation de la politique monétaire qui devra intervenir un jour ou l'autre, immanquablement. Mais ces anticipations, elles évoluent au gré des anticipations d'inflation, bien sûr, au gré des anticipations de l'économie, etc. Après, je pense que ce qui sera déterminant, c'est effectivement le moment exact où, donc fin 2022, début 2023, une ou deux hausses. Mais in fine, ce qui va vraiment déterminer le nouvel équilibre économique et financier, ce sera le taux terminal des Fed Funds. C'est jusqu'où la Fed va remonter les taux. Parce que, en fait, déjà ça, ça montre quand même un changement de paradigme. C'est qu'avant, on avait peur d'une hausse des taux. Maintenant, on se demande jusqu'où va aller la hausse des taux. Oui, mais là, le message de la Fed, il est plutôt rassurant. C'est que c'est, on va dire autour de 2%, on va dire, il y a toujours taux directeur. Ça fait longtemps qu'il est à ce taux-là, d'ailleurs. Voilà. Et si la Fed nous dit, il est à moins qu'il y ait vraiment beaucoup d'inflation, autrement dit, on va dire un scénario où pendant plusieurs années l'inflation soit nettement au-dessus de 2%, donc 3% pendant 3, 4, 5 années, à moins qu'on soit dans ce scénario-là, la Fed nous dit, moi mes taux directeurs, je vais les remonter autour de 2+. Et si c'est le cas, il est difficile d'envisager un krach obligataire. On aura des taux longs qui vont être au-dessus de 2, on va dire 2,5, 3, mais pas... voilà. Pas de dérapage. Pas de dérapage énorme. Bon, alors l'inflation, ça revient assez régulièrement. Mabrouk, chez toi, vous réagissiez même dessus il y a quelques instants. Cet éternel débat, ça fait des mois qu'on se pose la question avec des éléments différents dessus, transitoire, durable, auto-alimenté ou non. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui ce sujet de l'inflation? Parce qu'on en parle dans les résultats d'entreprise, on en parle même finalement dans les médias grand public aujourd'hui, puisque c'est un sujet pour le consommateur. Sur les marchés financiers, ce sujet de l'inflation, comment est-ce que vous le regardez aujourd'hui? Il y a quand même plusieurs aspects en fait. C'est que globalement, bien sûr, on est toujours sous le feu des projecteurs, des composantes volatiles de l'inflation. Bien sûr, notamment l'énergie. Tout le monde parle de ça. Rappelons juste une chose, c'est entre 8 et 9% de l'indice global. Mais ça contribue à quasiment 80-90% de la volatilité de l'indice. Donc il faut là aussi remettre quelques chiffres sur le devant de la scène. Et ensuite, aujourd'hui, on parle beaucoup de choc d'offres, mais là aussi, il faut remettre les choses un peu au clair. Il y a un choc de demande aussi positif. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux problèmes. L'offre est confrontée effectivement à des tensions. Tension parce qu'on ne stocke plus. Donc du coup, on ne stocke plus et on fait face en même temps à un choc de demande. On a quand même tendance à oublier que la croissance américaine aux États-Unis, même si elle va décevoir au troisième trimestre, elle va être inférieure à entre 5,5 et 6%. C'est quand même beaucoup, d'accord? En zone euro, on devrait avoir une croissance voisine de 4,5. Et idem pour l'an prochain. On a quand même beaucoup de croissance économique dans le monde. Qui dit croissance de la demande. Aux États-Unis, l'an prochain, la croissance est attendue autour de 4. Donc quasiment 1,5 point au-dessus de son potentiel, voire même plus. Donc à un moment donné, il ne faudra pas non plus s'étonner, finalement, avec des difficultés de production par ailleurs, de voir ce choc de demande se matérialiser par une augmentation des prix. Donc l'inflation, globalement, elle est issue à la fois de tension finalement sur l'appareil de production, on le sait,
et la Fed ne peut rien faire finalement sur un choc d'offres. En revanche, le choc de demande, là, effectivement, il n'est pas lié tout simplement à la politique monétaire ultra accommodante finalement de la Fed, parce que je ne crois pas dans l'origine monétaire de l'inflation. En revanche, elle est liée à tout ce qui a été injecté par la puissance publique. On se souvient, effectivement, Biden et Trump ont injecté des centaines de milliards, voire même des milliers de milliards de dollars pour soutenir le consommateur américain. Ce qui contribue à la croissance aujourd'hui aux États-Unis, c'est la consommation. Et plus modestement, effectivement, l'investissement. Mais globalement, finalement, quand on met bout à bout tout ceci, l'inflation qui revient, c'est normal. On a un choc de demande qui, combiné à un choc d'offres négatif, on a aujourd'hui des tensions sur les prix. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça va être durable ? Il y a un autre problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le mix de consommation aux États-Unis, il a quand même profondément changé. C'est-à-dire qu'en gros, on consomme massivement aujourd'hui, on a consommé à la sortie des confinements, beaucoup de biens durables. Biens durables qui ne sont pas produits sur les États-Unis, enfin sur le territoire américain, et ni même en Europe, ils sont produits à l'extérieur. Et donc, in fine, on importe de l'inflation. Si jamais on a un effet de bascule vers les services qui sont produits localement et pas délocalisés, et in fine, on risque d'avoir une tension sur le prix des services. C'est ce qu'on a vu finalement sur le dernier release, la dernière publication du point d'inflation de septembre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le principal contributeur à l'augmentation finalement des prix au niveau des services, c'est le facteur travail, ce sont les salaires. Donc, si on a un effet de... Et là, on n'y est pas encore pour le coup. On n'y est pas encore. Mais quand vous regardez... Il y a quelques secteurs d'activité, notamment il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, mais donc c'est une tendance qui a tendance à Et quand vous regardez le dernier rapport rapport sur l'emploi, globalement, on commence à avoir des pressions haussières sur les salaires. Mais ce qui est d'ailleurs souhaitable, puisque quand vous avez une inflation pareille, si vous n'avez pas de croissance des salaires, ça veut dire que vous avez une érosion du pouvoir d'achat. Et donc, in fine, c'est pas bon non plus pour les perspectives de profit des entreprises. Les entreprises ont besoin finalement que les consommateurs consomment, en quelque sorte. Et donc, voilà, pour terminer, je crois qu'effectivement, si on a cette bascule qui s'effectue, on va avoir, à un moment donné, aux États-Unis notamment, je n'y crois pas en zone euro, une résurgence finalement peut-être d'un effet Phillips qui là effectivement validerait finalement le scénario de la Fed de remontée de taux qui devrait, à mon sens, intervenir en 2022. Donc avec ce choc de demande, et c'est pas forcément juste les prix finalement des matières premières et de l'énergie qui se propageraient comme ça, où on verrait parce que augmentation des prix de l'énergie, augmentation des prix des matières premières, du coup par effet de contagion, augmentation des prix des produits manufacturés. Les résultats d'entreprise sont plutôt bons. On va en parler, effectivement, mais c'est pas lié tout simplement à des prix de matières premières qui augmentent, c'est parce que la demande en face est encore présente. D'accord, ok. C'est un problème de plomberie. C'est un problème de plomberie. Pour que les auditeurs comprennent, vous avez une chaîne de distribution avec des consommateurs qui ont chacun un robinet. Et puis, à un moment donné, on a coupé l'eau parce qu'on était en confinement. Puis à un moment, on rouvre l'eau. Ah, super, on va avoir de l'eau. Si tout le monde ouvre son robinet, l'eau n'arrive pas tout de suite. Premièrement, il faut qu'elle arrive jusqu'au robinet. Et s'il y a plein de gens qui ouvrent leur robinet en même temps, vous avez chacun moins de pression. Donc vous avez moins d'eau. C'est exactement la même chose. On est en phase de réajustement de l'offre et de la demande. Et c'est vrai dans toutes les industries. Donc que certaines hausses des prix se transmettent dans d'autres compartiments, oui, mais avant tout, c'est le choc juxtaposé de l'offre et de la demande. Parce que moins de pression, donc l'eau vaut plus cher, et donc on est prêt à payer plus pour avoir de l'eau, c'est ça ? Oui, parce qu'en plus, vous avez des comportements spéculatifs. J'ai pas d'eau, donc il faut que j'ai de l'eau, donc je suis prêt à la payer plus cher. C'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour tout. Donc ça, ce sont des phénomènes qui sont, pour moi, totalement temporaires. D'accord, ouais. Mais ne me demandez pas combien de temps ça va durer. Il y a une autre théorie, c'est les bouchons dans l'autoroute, sur l'autoroute. Vous savez que c'est temporaire. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Okay. Tant que la file devant vous n'est pas libérée, ça ne passera pas. Donc, ça, c'est temporaire. Et il ne faut pas, en revanche, sous-estimer des facteurs potentiels structurels qui est effectivement la transmission au salaire. La transmission au salaire aujourd'hui, pour moi, elle reste encore du domaine du conjoncturel. Mais c'est ce qui ferait que ça deviendrait une inflation durable. C'est si oui, jamais... mais c'est pas acquis. D'accord, mais c'est parce que ça passerait par les salaires. Parce qu'il y aurait un risque potentiel, et en tout cas ça inquiéterait les marchés, même si ça ne se réalisait pas in fine, il y aurait un risque de spirale qui se mettrait en place. D'accord. C'est la première chose qu'il faut surveiller. Et la deuxième, c'est une tendance longue au niveau des prix de l'énergie qui est peut-être structurelle à cause de la transition énergétique. On voit bien que dans la hausse du prix du gaz, il y a un élément qui est important, c'est ce qu'a fait la Chine. La Chine a dit « je ne veux plus brûler de charbon, donc je vais importer du gaz qui avant allait en Europe ». Et puis finalement, on se remet quand même à ouvrir des centrales à charbon. Mais et après, quand on n'a pas le choix, donc ça montre aussi que les réflexions sur la transition énergétique ne sont pas abouties et qu'on a mis parfois la charrue avant les bœufs. Mais il y a quand même une pression électorale sur cette transition énergétique. Il y a plus grand monde qui est prêt à financer des industries polluantes comme du charbon ou du pétrole sur les marchés financiers. Donc ces entreprises, pour pouvoir financer leur développement et leur recherche pétrolière, elles vont aussi avoir un petit peu plus de difficultés. Donc il y a une réflexion qui est lancée là-dessus. Et là, je n'ai pas encore la réponse. Donc c'est pour moi les deux
éléments, je ne dis pas risque, mais les 2 éléments de réflexion qu'il faut garder à l'esprit. Si les hausses de salaire qui pour l'instant sont conjoncturelles, parce qu'il y a encore des gens qui ne reviennent pas sur le marché du travail parce qu'ils ne peuvent pas, ce n'est que fin septembre que les aides d'allocation chômage vont être supprimées dans un certain nombre d'États aux États-Unis. Donc on va voir si ça incite les gens à revenir travailler. Il y a une pression salariale parce qu'il y a aussi un partage de la valeur ajoutée depuis des dizaines d'années qui s'est fait en défaveur des salariés. Donc il peut y avoir des éléments pour créer un petit peu plus d'inflation, de même que la hausse des prix ou le maintien des prix à un certain niveau de l'énergie peut aussi peser. Mais je n'ai pas encore les réponses. Sur ces maintiens des prix à un niveau de l'énergie, puis ensuite on parlera de la situation européenne. Mais alors, on entend que ce soit les experts ou même les gouvernements espérer que tout sera réglé au printemps 2022. Mais on peut y voir quand même un facteur météorologique, certes, qui peut expliquer une partie, mais ça ne veut pas expliquer l'intégralité de l'inflation au niveau de l'énergie quand même. Je n'ai pas regardé les prix du pétrole, mais j'ai regardé les prix du gaz il y a 20 ans. Rares sont les années où entre novembre et décembre, le prix du gaz ne flambe pas. Oui, bon, certes, ça on l'explique, très bien. Okay. Maintenant, mais enfin, il n'y a pas de coupure d'électricité dans les entreprises chinoises tous les ans non plus. Non, mais ça c'est à cause du charbon. C'est ce que on dit tout à l'heure. Les Chinois, il ne faut pas oublier que vous avez un plénum du Parti communiste, qu'ils ont annoncé un certain nombre de choses et qu'ils veulent également verdir leur politique. Donc il y a beaucoup de pollution en Chine. Donc voilà, allez, on va rentrer dans le rang, on va fermer les centrales thermiques au charbon. Ouais, mais on ne peut pas le faire longtemps. Et au final, on les rouvre. Et pour l'instant, la transition énergétique est consommatrice d'énergie fossile. Après, la question, ce sera... oui, mais tant qu'à faire, c'est vrai qu'autant consommer du gaz plutôt que du charbon, ça pollue beaucoup moins. Mais il n'y a pas que ces éléments-là. Michel Martinez, vous vouliez réagir du coup sur ce... Oui, sur la thématique de l'inflation. Je souscris à ce qu'a dit Mabrouk sur le fait que, en fait, pour un économiste, l'inflation, elle vient pas tellement de la création monétaire, qu'on voit plutôt du côté des prix des actifs, mais l'inflation des prix des services, il faut plutôt la voir dans un cadre que je dirais néo-keynésien, c'est les déséquilibres entre offre et demande. Et là, ce qu'on observe depuis 2020, c'est une succession de chocs. Donc d'abord le choc pandémique, on ferme des usines et en même temps, il y a besoin de télétravail ou de la demande. On ne peut pas consommer. Sur des secteurs très précis, il y a une explosion de demande, effectivement. Voilà, donc il y a un déséquilibre. L'exemple, c'est les voitures, les technologies de l'information, les écrans, tout ça. Donc là, il y a effectivement les prix qui s'ajustent. Bien sûr. Et maintenant, on a un deuxième choc, un choc énergétique. On a évoqué plusieurs questions. Il y a aussi le temps, la température, la faiblesse du renouvelable aussi, qui a déçu cette idée. Mais effectivement, le premier réflexe des experts sur ces sujets, ça va être de dire que ces chocs-là, c'est des problèmes de plomberie, comme ça a été dit, c'est des chocs temporaires. Mais on voit bien qu'après, il y a un risque, c'est que tous ces chocs temporaires durent longtemps et puis qu'on en a d'autres. Et ils s'enchaînent. Donc en fait, on se demande s'il n'y a pas un phénomène durable. Et qu'à la fin, on ait X trimestres, voire années d'inflation dite très élevée. Et c'est là, après, qu'il faut il faut revenir un peu à la base de tout ça. C'est que pour avoir une inflation auto-entretenue, durable, on va, disons de 3% par an, X années. Là, il y a en fait, dans le cadre analytique, la boîte à outils classique des économistes, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il faut qu'il y ait des hausses salariales. Des hausses salariales régulières. Et là, c'est à 4% par an. C'est ça qu'il faut. Et en Europe, aux États-Unis, pour que ce soit cohérent avec des chiffres d'inflation nettement au-dessus de 2%. Et ça, normalement, il faut des marchés du travail tendus, très tendus. Même très tendu. Et alors c'est là que on passera à l'Europe. Là, c'est là que je voudrais faire une différence entre ce qu'on observe d'un côté aux États-Unis et ce qu'on observe en Europe. Il y a quand même des raisons de penser qu'aux États-Unis, le marché du travail est déjà plus tendu, ou il en voie d'être plus tendu qu'en Europe. Qu'en Europe, d'accord. Et donc, c'est aussi pour ça que la Fed a probablement plus de temps que la BCE, la Banque Centrale Européenne, a fait probablement moins de temps. Oui, c'est ça. Moins de temps, je voulais vérifier que vous suiviez tout ça. Il y a eu un petit moment de flottement, là. On s'est demandé si on avait... Donc la Fed a probablement moins de temps pour relever ses taux et mettre fin à ses achats obligataires. Et alors, la situation européenne, là, on a eu le chiffre de l'inflation pour le mois de septembre en zone euro, 3,4%, un plus haut niveau depuis
depuis 13 ans, mais bon, ça C'est reste pas moins fini, élevé qu'aux et ça va États-Unis. continuer Ça d'accélérer. va continuer d'accélérer. Oui, ça va continuer. Ça va continuer. Donc en fait, on se retrouve dans la même situation que les États-Unis, mais avec quelques mois de retard. Premièrement, un point haut en novembre ou en décembre. Alors après, pour des effets techniques, parce qu'en fait, les prix de octobre, novembre, décembre, ils sont déjà inscrits. Un bon exemple, c'est les prix de l'énergie, ou la hausse des prix de l'énergie. Mais après, alors normalement, ça devrait beaucoup baisser en zone euro en 2022. Du coup, du fait des prix de l'énergie toujours. Alors, oui, des prix de l'énergie, et puis après, il y a d'autres effets techniques, dont l'impact des changements de taxes en Allemagne. Je rappelle, second semestre 2020, l'Allemagne baisse sa TVA, et 1er janvier 2021, elle la remet au même niveau. Donc aujourd'hui, on compare des prix maintenant jusqu'à la fin de l'année. Oui. Par rapport à un an, à une époque où la TVA a été baissée. Donc ça fait un gap. Nous, les chiffres de l'inflation en Voilà. Allemagne montrent qu'effectivement, on est à 5%. Voilà, nous, on est. Voilà, les chiffres d'inflation très élevés en Allemagne. Nous, on estime que pour l'ensemble de la zone euro, ça représente 50 à 60 points de base. Donc, à partir du moment où on passe en 2022 et on recompare des choses comparables, on baisse automatiquement l'inflation de la zone euro. De 50 points de base, 50 à 60 points de base. Et donc 0,5 à 0,6%. Et puis l'autre effet, effectivement, c'est les prix de l'énergie. Alors là, effectivement, à dire d'experts, au printemps 2022... À dire d'experts et de gouvernement. Voilà, et de gouvernement. Mais oui, bon, ce ne sont pas des projections exactes, heureusement, mais bon... Normalement, les prix du gaz, ils devraient, en mai-juin 2022, revenir à des niveaux habituels. Voilà. Sauf si on suppose que M. Poutine continue effectivement son... parce qu'il y a un enjeu géopolitique ensuite derrière, bien sûr. Voilà, mais c'est ça que c'est bien. Les prix de l'énergie sont des prix également politiques. Il y a ça. Alors oui, ça c'est une chose très, très intéressante. Pour moi, quand on regarde un peu la crise énergétique, elle a priori peu à voir avec la pandémie elle-même. Il y a effectivement la dimension transition énergétique. Ça a bien été expliqué du côté de la Chine, l'envie de consommer moins de charbon. Mais il y a aussi une dimension géopolitique énorme. La Chine a aussi importé moins de charbon d'Australie pour des raisons géopolitiques. Et il y a le cartel de l'OPEC+, qui mais finalement semble avoir un contrôle sur le marché du pétrole plus élevé qu'auparavant, alors qu'avant on avait une offre de pétrole non conventionnel qui arrivait sur le marché et qui faisait baisser les prix. Avant, moi il y a encore un an ou un an et demi, moi les experts que je rencontrais sur le marché du pétrole me disaient le prix du pétrole il ne peut pas dépasser $65. Parce que sinon, on a du pétrole. Avant Biden. Ça, c'était avant. On a du pétrole. Oui, mais ce que je veux dire, c'est le retour du géopolitique sur le marché sur les marchés de l'énergie, pétrole, gaz, charbon. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas connues depuis 15-20 ans, en fait, une quinzaine d'années. Et je trouve que c'est difficile. Et là, des projections, mais qui dépendront effectivement de... Donc, pour les experts, faire des projections qui dépendent de la géopolitique, c'est pas évident. Voilà, Mabrouk Cheton, Vincent Gazi, je sentais que vous vouliez réagir en un mot avant qu'on passe aux résultats d'entreprise. Sur l'inflation, en fait, ce qui compte également, c'est la perception de l'inflation, notamment celle des ménages. Et quand on regarde les enquêtes qui sont menées, donc, notamment aux États-Unis, on s'aperçoit que les anticipations d'inflation, ça a été évoqué au début de cet entretien, sont en train de remonter de manière assez significative. Et notamment les anticipations de long terme. Et ça gêne un tout petit peu effectivement la Fed. Alors, les anticipations de long terme, ça vaut ce que ça vaut. Certains diront oui, c'est collé au prix de l'énergie, donc dès que ça monte, évidemment, on réajuste. Bien sûr. Oui. Mais notamment quand on regarde les surveys, le Livingston Survey notamment, aux États-Unis, on voit qu'on commence à sentir une inflexion effectivement positive sur la partie très longue de l'inflation. Et donc ça, effectivement, la Fed ne peut pas ignorer en fait ce changement de paradigme, puisque qu'est-ce que fait une banque centrale à travers sa forward guidance, etc. C'est d'ancrer des anticipations, que ce soit celles de marché ou que ce soit celles effectivement des ménages ou des entreprises. S'il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de crédibilité. Et donc là, effectivement, on est en train de regarder tout ça. Tout ceci bouge assez rapidement. C'est la première fois qu'on voit des anticipations d'inflation bouger, sur un très long terme, assez rapidement. Et ça, si ça continue effectivement de se matérialiser à travers une inflation anticipée plus forte à long terme, ce serait de nature effectivement à changer, à mon sens, le discours de la Fed. Ouais.
C'est vrai qu'elles ont remonté, mais enfin, on n'est pas non plus sur des niveaux, on est aux alentours de 2,60 sur 10 ans, c'est pas énorme. Mais celle de marché, pas celle, celle des enquêtes ménages. auprès des ménages, si. Ah, ouais, j'ai pas regardé la même. Ah oui, il y a plusieurs instituts. Alors on va Mais continuer à parler. c'est vrai qu'elles ont remonté. On va continuer à parler d'inflation avec vous, Vincent Ganzi, mais sous un autre prisme, celui des publications de résultats. Alors, il y en a, la saison des résultats a commencé. On s'attendait à des résultats qui étaient globalement bons. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait lire, avec parfois des anticipations un peu trop élevées à atteindre vis-à-vis des entreprises. Mais il y a ce sujet de l'inflation qui revient, ces craintes de cette inflation qui pèserait dans les comptes des entreprises. Et on se rend compte que dans le secteur de l'alimentation, par exemple, Danone ou encore Procter & Gamble ou Nestlé commencent à dire attention, ça va peser de plus en plus. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, aujourd'hui ? Alors, premièrement, avant les publications de résultats, il y avait eu un certain nombre de profit warnings d'entreprises pour les raisons que vous évoquez. Et quand une entreprise faisait un warning sur sa marge à cause de la hausse du prix des inputs, elle était sanctionnée en bourse. Donc ça a amené un peu l'ensemble du marché à se dire, lors de la prochaine publication de résultats trimestriels, si toutes les boîtes font ça, les résultats vont pas être très bons. Ceci étant, avant le début de la période de publication, on attendait des résultats qui séquentiellement étaient quand même en baisse par rapport à ceux du deuxième trimestre. Donc ils étaient toujours en hausse de près 25 à 30% par rapport à l'année dernière, oui, mais on compare à 2020, plus faibles que ceux du T4, du T2. Et sur le T4, on attend aussi des résultats moins forts qu'au T2. Donc on n'attendait pas des résultats extraordinaires de ce point de vue-là. Mais pour les raisons que je vous ai indiquées de warning et de prudence, les marchés actions, vous n'a pas échappé, ont baissé quand même un petit peu entre mi-septembre et début octobre. On l'aura vu. On avait non pas des attentes forcément à baisser, mais les cours ayant baissé, il y a moins de mauvaises surprises en termes de réaction des cours. C'est-à-dire, quand les résultats sont publiés, s'ils sont à peu près conformes à ce qui était attendu, il n'y a pas de déception. Et même si une entreprise dit il faut qu'on surveille le prix des inputs, elle n'est pas forcément sanctionnée. A fortiori, on a eu très peu quand même de résultats publiés. On a commencé par les banques, comme on le disait avant le début de notre réunion. Et les banques, elles ne sont pas tellement touchées par le prix des inputs. Et en plus, le discours des banques américaines a été de dire l'économie américaine est toujours sur des bons rails pour nous, on n'a pas trop d'inquiétude, les taux de défaillance de crédit, on les contrôle, on peut même reprendre des provisions. Bon. Donc il n'y a pas eu d'inquiétude et ça a aidé le marché aussi à redémarrer. Depuis une semaine. Mais on a quand même dans le secteur de l'alimentaire que vous indiquez, c'est clair. Et qui était des craintes avant. Et là, les entreprises disent, Danone disait, ça pesait pour 7% au S1, ça va peser pour 9% au S2. Donc ça alimente quand même ces craintes dans les comptes. Mais bien sûr, de même que les équipementiers automobiles continuent à dire, la pénurie de semi-conducteurs, ça va nous enquiquiner pendant encore. On l'entendait au début de cette émission, 300 000 véhicules en moins pour Renault, effectivement. Est-ce que c'est suffisant pour faire dérailler les marchés ? Pour l'instant, on voit bien que non. Alors, on est au tout début. Et en Europe, on a à peine commencé les publications de résultats. On a eu dans les grands groupes à Paris, on a eu LVMH où il n'y a eu aucune déception. Ce matin, on a Kering qui dit pour le coup, il y a une petite déception à cause de Gucci qui croit moins que le reste du groupe. Moins 4%, on était à 0 tout à l'heure. Oui, effectivement. C'est peut-être trop tôt pour regarder, pour avoir une vision globale. Non, mais j'ai l'impression que le marché s'était un peu préparé à ça. D'accord. Et donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une accumulation de déceptions supplémentaires, ce qui va peut-être arriver, j'en sais rien, qu'un certain nombre de groupes industriels, dans la chimie, les compagnies aériennes, toutes celles qui sont vraiment sensibles à la hausse des prix que l'on voit en ce moment dans l'énergie et dans les inputs, qu'il y ait une vague de déceptions importantes. Bon, pour l'instant, on passe entre les gouttes. Pour l'instant, on passe entre les gouttes. Il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais revenir peut-être avec vous, Mabrouk Chetouane, et on regardera rapidement ensuite avec vous, Michel Martinez, quel impact ça peut avoir. Vous nous parliez tout à l'heure de la croissance en Europe, aux États-Unis, en disant attention, on parle quand même de niveau de croissance élevé. J'ai envie de vous poser la même question sur la Chine. 4,9% de croissance de PIB au troisième trimestre. On nous dit attention, ralentissement en Chine. On parle quand même de 4,9% de croissance. Comment est-ce que vous regardez, vous, cette situation ? Alors c'est vrai qu'on s'y attendait, ce n'est pas une surprise. Oui, on s'attendait à 5% globalement, c'est un tout petit peu moins. Mais... donc 4, 9, 5, à ces niveaux-là finalement de croissance, on excuse très largement un écart de 0,1, 0,2, c'est pas gênant. C'est quelque chose qui était largement anticipé, il suffisait de regarder en fait les indicateurs coïncidents ou même légèrement avancés de l'activité. La composante PMI de la Chine était en ralentissement maintenant depuis un petit bout de temps, et donc c'est pas quelque chose de nouveau. Alors maintenant la question qui se pose, c'est
les autorités chinoises, en fait, se refusent aujourd'hui d'utiliser un des leviers qu'ils ont toujours utilisé par le passé pour pouvoir soutenir la croissance et engendrer finalement quelques effets délétères, donc des effets de déséquilibre, qui est la croissance du crédit. Donc globalement, généralement, il suffisait de voir... On a compris qu'ils n'aimaient pas trop ça, effectivement. Non, ils n'aiment plus. Ils aiment plus, oui. Voilà, ils n'aiment plus trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Voilà, il y a trop de crédits. Aujourd'hui, finalement, avec par ailleurs ce qui se passe sur le secteur de l'immobilier, hein, c'est 15 points de PIB à l'immobilier en Chine. Donc, c'est-à-dire en gros Evergrande. Bon, certes, la situation est à peu près, on va dire, plus ou moins sous contrôle, enfin en tout cas Pékin gère, mais on voit bien que c'est la partie visible de l'iceberg, qu'il risque d'y avoir d'autres effectivement, d'autres sociétés qui vont effectivement connaître des difficultés, notamment sur le secteur immobilier. Et donc, in fine, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'épargne des Chinois est investie quand même de manière assez massive dans ce secteur. Et donc, in fine, on peut avoir, à un moment donné, un choc de confiance négative. D'ailleurs, on le voit sur les ventes au détail qui ont été publiées, c'est les dernières stats dont on dispose. En moyenne, les ventes au détail en Chine, c'est 8% de croissance en glissement annuel. Là, on a fait un creux à 2,5, on remonte à peine à 4%. Il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord ? Il y a effectivement, à un moment donné, le moteur principal de croissance de la Chine, la consommation des ménages, qui est en train de ralentir de manière un peu plus forte, je ne dis pas de manière structurelle, mais un peu plus forte qu'attendue, ce qui va poser une difficulté. Il n'y a plus ce soutien du crédit, il n'y a plus ce soutien, effectivement, généralisé en fait de la puissance publique, et donc à un moment donné peut-être que la Chine a envie de faire une pause en matière de croissance pour ralentir un petit peu, ce qui serait bien sûr sain pour l'environnement par ailleurs. Mais oui, effectivement, il y a une thématique, il y a une problématique effectivement chinoise sur la croissance économique. Michel Martinez, vous souhaitez réagir à ce Oui, est-ce que ça peut faire peur à l'Europe d'ailleurs, cette situation chinoise? Faire peur à l'Europe, non. Mais si on regarde un peu les perspectives de croissance, et je crois que c'est important pour les marchés actions, nous, nos stratégies d'actions ont une vision plutôt constructive, parce qu'il y a quand même des ressorts de croissance qui vont venir, en particulier quand les problèmes de plomberie seront réglés. D'un moment, la croissance, elle devra... On restera dans cette image-là. Voilà, non, mais c'est vrai que c'est très parlant. C'est parlant. C'est très parlant. Je pense à l'automobile, le taux de capacité de production de l'automobile, c'est 50% aujourd'hui en Europe. Donc, il suffit pas beaucoup pour que ça remonte très vite. Et puis, on peut dire la même chose de beaucoup d'activités de services, et en particulier... Alors, en Asie, par exemple, on s'aperçoit que la consommation est décevante. Mabrouk citait la consommation en Chine. Nous, on estime que la raison principale, ce sont les mesures de confinement, de restrictions locales. Il faut savoir que c'est la politique de zéro Covid pour le coup. Voilà, les pays, et le retard pris dans la vaccination ou le faible degré de confiance dans le vaccin en Chine des autorités pour libérer l'économie. Mais là encore, le temps aidant, on va avoir beaucoup de pays d'Asie qui devraient adopter les mêmes pratiques de vivre avec le Covid que l'Europe et l'Asie. Et ça devrait être un élément de rebond. Donc il y a quand même des éléments de rebond importants. Par contre, pour revenir à la thématique de la Chine, je ne vais pas être très long parce que Mabrouk a bien expliqué les problèmes du secteur immobilier. On a maintenant une Chine qui croît à des taux beaucoup plus faibles qu'auparavant, en moyenne, et puis c'est accepté, c'est cohérent avec l'idée de la prospérité commune, c'est qu'il faut repartager les fruits de la croissance et éviter un réemballement de l'endettement. Donc il y a l'acceptation que cette croissance potentielle, elle est plutôt de 5 et des poussières. Mais à cela, il y a un risque qu'on estime assez important, qu'on estime à 30%, de hard landing, de ralentissement brutal de la Chine qui viendrait de l'immobilier. Nos estimations, c'est qu'effectivement, même si le poids de l'immobilier, dépenses d'infrastructure, c'est 15% du PIB, mais la contribution à la croissance, elle est probablement plus forte, peut-être de 25% du PIB. Bien sûr, oui. Donc, si vous avez quelque chose qui habituellement croissait, bon an, mal an, à 5%, mais fait moins 10 ou moins 20, ce serait parce qu'il y a un ralentissement. Et Evergrande, ce ne serait qu'une des manifestations de ces problèmes-là. S'il y a un ralentissement très très brutal, voilà, une chute de l'activité de tout le secteur immobilier, infrastructure en général, on pourrait imaginer un taux de croissance du PIB de la Chine l'an prochain à 3,5%. Je dis on pourrait imaginer, c'est pas notre scénario, mais c'est un risque. Et aujourd'hui, pour nous, c'est le risque principal pour l'économie mondiale dans les prochains mois.
Merci beaucoup Michel Martinez, chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. Merci également Vincent Genzi, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet-Dupont. Et merci Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie et de la recherche de BFT IM. C'est la fin de Planète Marché, le CAC 40 qui est à 0,54% à 6705 points. Et on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.